petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit du top flop 2017. Donc je vous présenterai mes très bonnes lectures, pas les coups de cœur puisque je ferai une spéciale vidéo coup de cœur 2017, mais vraiment les livres que j'ai adorés, qui ont frôlé le coup de cœur, qui sont d'excellentes lectures, et les livres que je n'ai pas du tout aimés ou vraiment très bof. Il y aura en tout 20 livres, 14 super bouquins à mon sens, attention, tout est subjectif, et donc 6 livres, 3 que je n'ai pas du tout aimés et 3 que je n'ai presque pas du tout aimés non plus. Je ne détaillerai pas trop pour que cette vidéo ne dure pas très longtemps, puisqu'il y en a quand même du coup 20. Par contre, dans une barre de description, comme d'habitude, vous trouverez les liens vers mes chroniques si vous voulez plus de détails. Je commence donc cette vidéo avec le premier livre qui m'a beaucoup plu de l'année 2017. Il s'agit du premier tome d'une duologie, The Book of Ivy, d'Amy Engel, publié aux éditions Lumen. Le deuxième tome, The Revolution of Ivy, n'est pas une déception, mais voilà, c'était moyen. En tout cas, celui-là a vraiment frôlé le coup de cœur et je trouve qu'on est beaucoup plus dans la dystopie que dans le second tome. 50 ans après une guerre nucléaire qui a décimé la population mondiale, deux clans se sont formés dans ce qu'il y a des États-Unis d'Amérique et chaque année, des fils et des filles de ces deux clans doivent se marier pour maintenir la paix. Nous suivons donc Ivy Westfall qui a pour mission de supprimer le fils du président Bishop à qui on la destine. Sauf que bien évidemment tout ne va pas se passer comme prévu et j'ai trouvé que vraiment les personnages étaient très complexes, très consistants et ça a rendu le tout très authentique, notamment Ivy où j'ai carrément eu du mal à me dire qu'elle était simplement le fruit de l'imagination d'un auteur. Il y a également toute une dimension psychologique à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qui rend le récit beaucoup plus complexe, prenant, profond et poignant, donc c'est un petit peu dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux personnages. The Book of Ivy est vraiment une très bonne dystopie où le combat des idées, des sentiments, les doutes et les manipulations sont représentés dans toute leur ampleur. Je poursuis avec un autre roman, Le Carillon du Monde d'Anne Chevalier, Mao. C'est un livre assez original. Il y est question d'hommes qui disparaissent dans les gorges du Verdon depuis des siècles et qui reviennent toujours amnésiques, vêtus d'une étrange tunique et qui gardent dans leur poche un objet sur lequel est gravée une note de musique. On suit deux adolescents, Céleste et Jono, qui ont tous les deux 15 ans et au début ça me posait un peu problème parce que j'avais peur que le tout soit un petit peu immature, mais au final on est pris dans l'intrigue puisqu'il est question donc de disparition, d'organisation très puissante, d'énigmes contenues dans d'obscurs parchemins datant du XVIe siècle. Bref, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien, c'est assez entraînant, mais ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que les enfants vont vivre des choses assez extraordinaires, vous vous en doutez, et qui vont les raconter de manière très facile, très simple, très naturelle, et tout de suite les adultes vont les croire sans forcément se poser de questions. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu facile, de même que le combat final qui tient en même pas 10 pages. C'était un petit peu vite expédié à mon goût, mais j'ai bien aimé cette histoire. La plume de l'auteur est très fluide, très agréable, le sujet traité est de plus très original. Je poursuis avec un magnifique album publié aux éditions Albin Michel, écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe. Il s'agit de l'album Frida. C'est un ouvrage absolument magnifique avec une couverture en tissu très qualitative. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un très bel objet. Dans ce livre, nous allons donc suivre Frida, si je puis dire ça comme ça, à travers 9 thèmes: l'accident, la médecine, la terre, la faune, l'amour, la mort, la maternité, la colonne brisée et la postérité, qui sont vraiment des thèmes qui sont très présents dans l'œuvre de Frida. L'intérieur est également très original puisque nous avons des découpes. Il y a au final peu de texte. Les couleurs sont très jolies et donc on passe à travers ces 9 thèmes, donc là en l'occurrence la médecine, et vous voyez donc que les pages sont découpées, la terre, la faune, voilà, on a pas mal de thèmes qui sont abordés et c'était une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé découvrir Frida à travers cet ouvrage là. Autre point positif à ce livre, j'ai beaucoup aimé à la fin les explications de Benjamin Lacombe sur le choix des couleurs, le choix des éléments de ses dessins et sur la symbolique. Je trouve que dans un ouvrage comme celui-ci, en plus, c'est
assez intéressant et important même de comprendre un petit peu comment l'illustrateur a fait pour mettre en scène une histoire comme celle-ci. Je retourne au roman avec le premier tome des Outrepasseurs, les héritiers de Cindy Van Wilder. Vous avez dû voir passer le tome 2 lors de mon book haul du mois de décembre que j'ai acheté au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Donc je vous montre ce livre qui est absolument magnifique. Et c'est une saga de 4 tomes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une histoire fantastique avec une société secrète, un récit qui alterne entre 2 époques, 2 lieux différents, ce qui m'a assez perdue au début. Mais j'aime beaucoup l'aspect conte de fées, mais très très sombre pour le coup. Le petit bémol, ce serait les chapitres qui sont quand même très longs, mais je pense que c'est vraiment une introduction assez longue, certes, mais une introduction à vraiment l'intrigue principale. Et donc j'ai acheté le tome 2 récemment, j'ai hâte de m'y plonger car je pense que tout va péter dans le prochain opus. Je continue avec un Feel Good Books, il s'agit du premier jour de ma nouvelle vie de Marie-Laure Cusack, publié aux éditions ESI. C'est un livre dans la même veine que Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Les deux sont des livres qui font du bien. Je me suis beaucoup identifiée à ce livre-là, à de nombreuses citations, à de nombreuses situations, ce qui fait parfois doucement rire. On suit donc Fanny dans la première partie du livre, puisque la deuxième partie est une partie un petit peu activité. Il s'agit ici d'un roman coach. On a une mise en pratique des exercices que fait Fanny elle-même dans la première partie du livre. Et j'ai trouvé ce concept assez intéressant. C'est vraiment un livre qui fait réfléchir, qui fait relativiser, bref, qui fait du bien. Je poursuis avec un tome 2, Les secrets de Nid de Lynn Matson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre que j'ai lu l'été dernier à la plage justement. Donc voilà, là on arrive à la moitié de l'année 2017. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Neil, donc Lille, est plus machiavélique que jamais et Iris est bien décidée à percer ses secrets. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un tome 2. Pour moi, j'ai déjà le tome 3 dans ma palle, mais ça aurait pu s'arrêter là. Alors certes, il reste encore des questions sans réponse. À voir la manière dont sera tourné le tome 3, si c'était pas en trop, si c'est réellement pertinent, si on n'écrit pas des pages pour rien. Mais en tout cas, c'est une très très bonne trilogie que je vous conseille. Je continue avec un roman apocalyptique qui m'a été envoyé par l'édition Casterman. Il s'agit de We Made d'Alex Cairo. Et si un virus devenait plus intelligent que nous. Donc la couverture est vraiment très jolie. Il y a eu un travail de fait sur le virus, c'est assez rugueux. C'est un livre que j'ai donc beaucoup aimé, hein, forcément on est dedans. Il s'agit d'un virus incontrôlable et capable de penser. On va suivre Léo, un adolescent qui doit protéger sa petite sœur Grace. Et on assiste à un virus qui est capable de se transformer. Je vous en dirai pas plus, mais voilà, on sait jamais vraiment où est-ce qu'il est et de quelle manière il agit. En tout cas, le côté panique mondiale, apocalypse, horreur me manquait déjà sur la fin car c'est vraiment très bien représenté. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, c'est même parfois très dur émotionnellement. J'étais un petit peu en mode oh, ils ont vraiment fait ça, c'était assez dur. Ce qui est également terrifiant, c'est d'assister à ce que peuvent faire les hommes effrayés, les hommes à bout de nerfs. Une situation extrême qui fait ressortir le pire de l'être humain, le côté noir au fond de nous. Ça, c'est également un aspect de cet apocalypse qui est très bien représenté et j'ai hâte de lire la suite. Je poursuis avec la saga bande dessinée Maliki, le tome 1 Broie la vie en rose de Maliki aux éditions Ankama. J'ai beaucoup aimé ce livre car j'ai adoré le coup de crayon de l'auteur, les couleurs, la diversité des mises en page. Voilà, on a vraiment de tout et je trouve que c'est ce qui fait son charme. C'est très dynamique, on assiste à des scènes du quotidien dans lesquelles on peut vraiment s'identifier, ce qui rend le tout encore plus attachant, encore plus mignon. Les deux chats, il y en a un qui a vraiment une tête de débile et ça me fait penser à l'un de mes deux chats aussi. Donc ça clairement, c'est encore quelque chose qui m'a rapproché de l'héroïne. J'ai passé un très bon moment, c'est très rigolo, très fun, on peut vraiment s'identifier. Ça parle de tout et de rien. Que ce soit au niveau du travail, au niveau du passage à la caisse du supermarché. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et il y a quand même pas mal de tomes. J'ai déjà le deuxième dans ma palle. Le livre objet est très joli aussi, donc en hardback c'est quand même assez compact et franchement c'était une très belle découverte.
Je poursuis avec un album, Urashima Taro au royaume des saisons perdues de la Luciole masquée et de Fuzzy Shoko, publié aux éditions Nobinobi. Nobinobi qui est pour moi la maison d'édition référence en matière d'album, et je trouve que celui-là est vraiment splendide. Les dessins sont superbes, la place est vraiment laissée aux illustrations. Les couleurs sont très belles, la perspective. Derrière tous les contes, derrière la beauté d'illustration, la magie, il y a un côté cruel. J'ai senti la douille arriver et c'était vraiment une très bonne découverte. En plus, à la fin, j'ai bien aimé, on a des informations sur l'auteur, l'illustrateur, le conte, ses différentes versions au fil du temps et les recherches sur les dessins. Je reviens au roman avec le tome 1 de La Reine du Tierling d'Erika Johansen qui m'a été envoyé par les éditions Lattès, qui m'ont également envoyé le tome 2, L'invasion du Tierling, au mois de janvier. J'ai aimé apprendre l'histoire du Tierling en même temps que Kelsey, l'héroïne qui est tenue à l'écart, qui est élevée à l'abri des regards indiscrets jusqu'à ce qu'elle puisse accéder au trône. C'est un livre de fantasy, même si c'est pas... ça saute pas aux yeux, hein. La magie est acceptée, monnaie courante, on va dire, entre guillemets, en tout cas elle ne choque pas plus que ça, mais il n'y a pas des créatures merveilleuses qui surgissent de partout et je m'attendais quand même à un univers plus prononcé, mais j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont vraiment pour moi vrais. Tout n'est pas noir ou blanc, ils sont complexes. On a des personnages brisés, des personnages corrompus qui finissent par faire des choses qui ne leur ressemblent pas, accablés par la perte, la souffrance ou le manque. C'est une très belle histoire. La fin n'est pas un cliffhanger de fou, c'est plutôt calme, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, mais c'est pas non plus la grande impatience. En tout cas, je vous conseille cette saga. À nouveau une bande dessinée avec La Grande Ourse de Bordier et Sanoé, collection Métamorphose, édition Soleil. Je suis ravie que cette maison d'édition m'ait envoyé cette bande dessinée, car vraiment en matière de BD, c'est une collection qui pour moi est une référence. J'ai beaucoup aimé ce livre qui traite du deuil, donc sujet compliqué mais adouci par des dessins oniriques, légers, doux et poétiques. Sanoé est également illustratrice de l'album Isumboshi publié aux éditions Nobinobi que je vous ai présenté lors de mon book haul du mois de décembre que j'avais acheté au salon de Montreuil. Et nous avons des doubles pages absolument splendides comme celle-ci ou celle-ci. Il y a de très beaux messages sur la mort, sur la vie, comme quoi les deux sont irrémédiablement liés, qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, que c'est dans l'ordre des choses, qu'il faut également savoir profiter de chaque instant que la vie nous offre et que pour voir que le bonheur se cache partout et que pour le voir, il faut changer nous, notre façon de voir la vie, notre angle de vue. Et nous suivons donc une héroïne qui s'appelle Louise et qui s'empêche de vivre dans le présent, trop attachée à ces disparus qu'elle voit partout. Je vais maintenant vous parler d'un roman que j'ai beaucoup aimé et j'ai même hésité à le mettre en coup de cœur car je l'ai lu très rapidement. Il s'agit du premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen. Ouvrage dédicacé. J'ai acheté le tome 2 et 3 au salon de Montreuil et je suis ravie d'avoir pu voir cet auteur et d'être arrivée à un moment où il n'y avait pas trop de monde qui attendait. J'ai fait le parallèle avec Harry Potter de J.K. Rowling. Il y a beaucoup d'idées, de concepts, d'objets, de personnages qui m'ont fait penser à cette autre saga. C'est très addictif, la plume est très fluide. J'ai peur de trop en dire pour ne pas vous spoiler, je vous invite à aller lire ma chronique pour plus de détails. Mais j'ai bien aimé le concept de plusieurs mondes. Sophie, l'héroïne qui est loin d'être idiote, à plusieurs reprises j'ai fait des déductions et je me suis dit que comme dans beaucoup de livres, il faudrait attendre des dizaines voire une centaine de pages pour que l'héroïne arrive enfin à la même supposition. Et là non, quand je pense à quelque chose, Sophie pense également à la même chose. Donc ça donne l'impression que vraiment le récit avance très vite. Donc vraiment très bonne découverte que je conseille à 10 milliards de pourcents. Je continue avec Gary Cook, Le Pont des Oubliés, donc le premier tome de Romain Quiro et Antoine Jonin qui m'ont été envoyés par les éditions Nathan. C'est une très belle découverte, extrêmement poétique, que ce soit au niveau de l'univers, des personnages, de l'intrigue. Tout est empreint de poésie et de douceur. Les trois héros m'ont fait penser aux trois héros de Stranger Things et je sais, je ne suis pas la seule à avoir fait le rapprochement, ce qui est assez rigolo. Et clairement, l'aventure ne fait que commencer car la fin est juste oufissime. J'ai hâte de la suite. Le tome 2 va plus très tarder, dans quelques mois. La couverture est vraiment très jolie.
Et c'est un livre que je vous conseille, l'intrigue est très originale, le milieu est très aquatique, on évolue au milieu de la brume. De plus, il est écrit gros avec des grosses marques, donc ça se lit très vite. L'écriture est fluide, rafraîchissante, le tout est très cinématographique, hein, d'ailleurs les auteurs travaillent dans ce milieu. Donc ça donne quelque chose de très visuel qui aide vraiment à s'immerger encore plus dans le récit. Je termine le top 2017 avec le premier tome de la trilogie Génération 4 de Marine Carteron qui m'a été envoyé par les éditions du Rouergue. Il y a une dimension fantastique dans cet ouvrage à laquelle je ne m'attendais pas du tout, une dimension de mystère qui m'a beaucoup plu. Le tout est très dynamique, en plus on suit 3 personnages en narration interne, ce qui aide vraiment à être au plus proche de ces personnages et vraiment dans le récit. C'est très dynamique, on a des personnages très différents les uns des autres, avec un caractère bien prononcé, une personnalité bien prononcée. On visite des lieux également assez particuliers, je n'en dis pas plus. En tout cas, c'est vraiment de la folie, ça s'est lu très vite. Typiquement le genre de livre que j'imagine adapté sur grand écran. C'est très visuel, ça bouge bien, il y a tout un aspect super-héros que je n'ai pas l'habitude de lire et qui m'a beaucoup plu. C'est très action et je pense que c'est un livre qui peut vraiment plaire à beaucoup de personnes. Je commence maintenant les déceptions 2017, les flops, et je débute avec une bande dessinée, Clochette au pays des merveilles de Chris et Pena aux éditions du Lombard. La couverture est très jolie, je ne sais pas si ça se voit mais il y a tout un travail qui a été fait sur l'écorce de l'arbre, c'est rugueux. J'ai beaucoup aimé le travail du coloriste, par contre ça c'est le point positif de ce livre. Mais il y a des personnages totalement what the fuck, inutiles, le langage est pour moi trop familier, je n'aime pas le visage de certains personnages, notamment Clochette et Alice, qui est un petit peu dommage parce que c'est quand même juste les personnages principaux. Voilà, l'histoire est étrange, pas assez développée, pas du tout assez étoffée à mon goût. La fin m'a laissé sur ma faim. Non vraiment c'est une déception, c'est dommage. Je pense que j'irai le tome 2 parce que c'est une BD, ça se lit vite. Mais clairement pour moi c'était trop léger. Je passe maintenant à un roman qui est sûrement ma lecture la plus difficile de toute ma vie. Il s'agit de Moi et le diable de Nick Toshis, je sais pas comment ça se prononce, d'Albin Michel. J'ai beaucoup aimé la couverture, je savais que ce serait quelque chose de dérangeant mais clairement pas à ce point-là. C'est sombre, malsain, pervers, torturé, sadique, ça parle de drogue, d'alcool, de sexe, de soif de sang, de suicide. On suit un personnage sous Valium, donc déjà la grosse éclate, et c'est pas un tableau pessimiste, c'est vraiment cette histoire-là, mais c'est très bizarre. Alors certes, l'auteur a un talent d'écriture indéniable, là je ne peux rien dire là-dessus, mais c'est très lourd, il y a énormément de références, j'étais très loin de toutes les connaître, donc ça ne m'a pas aidée. Et ouais, c'était vraiment très malsain, très pervers, j'ai eu du mal à le finir, c'était vraiment une épreuve, mais je voulais arriver au bout, c'est quand même un auteur connu et je voulais, voilà, et puis je n'aime pas abandonner un livre de toute façon, mais là c'est très compliqué, c'est très tordu. Je vous invite vraiment à aller lire ma chronique si vous voulez plus de détails, mais clairement c'était une lecture très compliquée et très lourde. Une BD maintenant avec Buck, la nuit des trolls d'Adrien Demont, publié collection Métamorphose, édition Soleil. Et oui, comme quoi, personne n'est parfait. Cette BD a été une déception malgré sa maison d'édition. J'ai trouvé les dessins trop sombres, parfois même illisibles. L'histoire, j'ai pas trop compris le scénario, j'aurais aimé en plus qu'on m'explique cette légende a priori nordique. J'ai pas vraiment compris ce que je lisais. Voilà, c'est une incompréhension au niveau du scénario, lisibilité pas terrible au niveau des images et voilà, malheureusement ce livre est une déception. Pour ce livre là je vais être très dure mais au moins claire et concise. En roue libre de Lisa Owens, publié à l'édition Belfond. Une énorme déception. J'aurais pu mettre moins de 0, je l'aurais fait. Pour moi il n'y a pas d'histoire, c'est inutile, on a des passages entiers hors sujet. Inutile, l'humour n'a pas du tout marché avec moi. Pour moi le synopsis est également mensonger puisqu'on compare Claire à Bridget Jones alors que pour moi on a des années-lumière de cette héroïne là. Claire est plus proche de la dépression que du nouveau départ. Ses problèmes sont ridicules voire inexistants simplement histoire de dire qu'il se passe quelque chose. Franchement je l'ai fini, j'ai l'impression que j'avais rien lu, enfin c'était pour moi inutile. Je suis désolée de parler comme ça mais je suis honnête, hein, mes vidéos sont honnêtes, mes chroniques sont honnêtes et pour moi clairement ce livre est sans intérêt. L'avant-dernier roman est un recueil de nouvelles, des aventures hors du commun
qui m'a été envoyé par son auteur Yannick Dujamona. Voilà, malheureusement le cas de figure qui est assez délicat à traiter. J'ai été très déçue par ce livre, je trouve le tout trop simplet quand ce n'est pas carrément trop gros. Voilà, je ne sais pas c'est quoi le pire entre les deux. J'ai eu du mal à accrocher aux histoires de l'auteur. Il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup d'erreurs, quelques fautes de mise en page ou de typographie. Je ne sais pas si les incohérences sont liées à de l'inattention ou de la maladresse, mais en tout cas voilà, pour moi trop de choses qui ne tiennent pas la route sur le niveau des personnages ou du scénario, un style un petit peu trop simple, un peu immature. Clairement non, pareil, il est tout petit hein, puisqu'il fait 176 pages, mais j'ai mis longtemps à lire, vraiment longtemps, et j'étais contente d'en arriver au bout. Je vous laisse aller voir la chronique sur le blog, je traite en détail les 3 nouvelles de ce livre. Je termine cette vidéo avec un petit pavé. Il s'agit de l'Internat, le tome 1 d'Exilium de Frédéric Bellec, qui m'a été envoyé par l'édition Books on Demand. C'est un livre où c'est compliqué pour moi de me prononcer car il véhicule quand même de très beaux messages sur la tolérance, la notion de monstre, puisqu'on suit en fait l'auteur lui-même qui se met en scène dans son lycée avec certains de ses élèves, et voilà, élèves à travers lesquels vraiment vont justement passer ces valeurs d'entraide, d'amour, de fraternité, de tolérance, et c'est une belle histoire. Mais ce qui m'a dérangé c'est que c'était lent, long, très long, trop long, je me suis ennuyée, et même quand ça commence à bouger, même dans les moments clés où je savais pertinemment qu'il était en train de se passer quelque chose d'important, où j'aurais dû être à fond dedans, enfin je vais savoir, je vais découvrir des choses et tout, je vais avoir des révélations. Bah non, j'arrivais même pas à être dans la frénésie, je m'ennuyais quand même, je m'ennuyais encore, et c'est vraiment dommage. Je pense pas lire la suite parce que c'était trop long pour moi et j'ai mis super longtemps à le terminer, mais l'intrigue est très originale. La créature en question pour moi c'est du jamais vu. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé ces jolies valeurs que veut faire passer l'auteur, donc pour ça je vous le conseille, et puis qui sait, c'est subjectif, peut-être que ce livre vous plaira. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous parler du mieux que je pouvais de ces livres sans toutefois m'étendre et que cette vidéo dure une éternité. Je vous invite toutefois à aller sur le blog, vous trouverez en barre d'infos tous les liens des livres dont je vous ai parlé pour avoir plus de détails sur le résumé, parce que ça je ne me suis pas trop attardée là-dessus, et sur ce que j'en ai pensé avec des exemples, des citations, et parfois même des vidéos bandes-annonces. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes actifs et d'échanger avec vous. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.